La Chine se considère en guerre avec les États-Unis. Et elle oblige les États-Unis à se conformer aux règles qu'elle refuse de suivre elle-même. Alors, que peuvent faire les États-Unis ? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Depuis les années 1950, le Parti communiste chinois appelle les États-Unis son ennemi. De hauts responsables parlent de faire la guerre aux États-Unis. Pas une guerre sur le terrain, mais une guerre économique, une guerre de propagande, une guerre médiatique. Mais alors même que le régime chinois disait cela, les États-Unis se concentraient sur le dialogue avec la Chine. Coopération stratégique. Que faut-il faire pour que les Américains prennent conscience de la menace que représente le Parti communiste chinois ? Je suis accompagné aujourd'hui de David Stilwell, ancien haut diplomate américain en Asie de l'Est. Il a été secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique pendant l'administration Trump. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis heureux d'être ici, et j'adore l'émission, c'est donc une belle occasion de vous rejoindre enfin. Merci beaucoup. Lorsque vous êtes devenu secrétaire d'État adjoint, comment la politique américano-chinoise a-t-elle changé ? Eh bien, je pense qu'au moment où je suis arrivé, l'administration Trump avait déjà apporté des changements importants à ce qui, dans le passé, était une politique consistant à essayer de les convaincre et de les amener à reconnaître que cela n'avait pas fonctionné. 40 ans d'essai, et ça n'a pas marché. Ils ont donc adopté une approche plus énergique. Cela correspondait également à mes désirs depuis mon séjour à l'ambassade à Pékin, et au-delà de choisir d'être plus rigoureux avec la RPC, et de leur parler dans une langue qu'ils comprennent. Eh bien, je sais que, pendant que vous étiez dans cette position, vous avez qualifié la Chine de tyran sans foi ni loi. Comment cela s'est passé ? Eh bien, je veux dire, encore une fois, le langage diplomatique n'a pas besoin d'être gentil, n'est-ce pas ? Juste parce que les diplomates peuvent aussi utiliser un langage dur. Si le langage ne reflète pas la réalité, alors tout d'un coup votre crédibilité est foutue. Donc dire ce qu'il en est, fait partie d'eux. Vous préférez avoir ces conversations en privé, mais s'ils ne les ont pas, s'ils ne veulent pas vous parler, alors vous devez leur envoyer un message, par tous les moyens possibles, et un espace public est une option. Je dis juste ce qu'il en est. Et regardez l'exemple le plus récent, des Mikhail Kovrig et Mikhail Spavor. En réponse à la détention légale de l'héritière de Huawei, Meng Wanzhou. Ça ressemble à un tyran sans foi ni loi, non ? La diplomatie des otages n'est pas la façon dont la diplomatie normale est menée. Ouais, eh bien, était-ce frustrant de faire face à vos homologues chinois ? Je dois dire que c'était frustrant dans les administrations précédentes. J'étais dans l'armée, j'ai donc travaillé pour toutes les administrations, depuis Jimmy Carter. C'était frustrant de dire « Eh, il y a un problème ici. Nous devons adopter une approche plus dure. On ne nous en a pas donné, et mon homologue de la RPC se moquait souvent de moi. Il dit « Eh bien, c'est juste comme ça, mec. Et, nous le faisons de cette façon, et vous devez être gentil avec nous. » Eh bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu au gouvernement. J'ai pris ma retraite, avec bonheur ici à Hawaï, lorsque j'ai vu que le secrétaire Pompeo adoptait ce que je pensais être une approche très nécessaire pour la RPC. Avoir une conversation directe, à bien des égards, clarifie notre intention avec la RPC. C'est en effet mieux que d'essayer d'être gentil, parce que pendant tout ce temps, ils se sont demandé pourquoi ne réagissaient-ils pas avec plus de force ? Nous le ferions. Et pourquoi ne le font-ils pas ? Eh bien, nous en avions assez après 40 ans, et nous nous sommes dit malheureusement, nous n'avons pas à nous abaisser à votre niveau, et à jouer le jeu à votre façon. Et c'est en quelque sorte l'idée de réciprocité dont vous avez parlé. Absolument. Et cela vient de quiconque. Personne ne va. Tout le monde va à l'ambassade à Pékin. Service extérieur, attaché de défense, comme Panda Huggers. On y va, je peux résoudre ça. Je vois un moyen clair de le faire. Tout le monde quitte l'ambassade, un Dragon Slayer va. C'est un problème. Et puis, nous allons devoir adopter une position plus dure à ce sujet. Cela a influencé mon approche, puis le fait d'avoir eu une véritable expérience en RPC, et de voir à quel point ils nous ont maltraités là-bas, puis de voir à quel point nous traitons bien leurs diplomates aux États-Unis, a rendu cette conversation, avec mon homologue très facile.
Parce que, comme je l'ai dit, nous savons tous les deux que vous nous faites cela là-bas, et que vous ne nous donnez pas la même chose, mais que vous avez toute l'attitude ici aux États-Unis. Comment allons-nous rectifier cela? Comment allons-nous rendre cette relation plus équilibrée? Dans les termes qu'ils utilisent dans leur propre langage. Dans les termes du nouveau type de relation entre grandes puissances, n'est-ce pas? Bénéfice mutuel, respect mutuel, pas de confrontation, et gagnant-gagnant. Et pourtant, ils violent en chacun de ces principes, ils exigent cela de nous, mais ils ne sont pas prêts à nous le rendre. Alors, je l'ai rendu, autant que je le pouvais. Et c'était simple, car vous n'aviez que le numéro de fax des responsables chinois. Oui, le rôle d'un diplomate est fondamental pour maintenir les communications, partager et s'assurer que le message passe. Quand je suis allé à Pékin, j'ai découvert que mon seul moyen de contacter directement mon homologue était par numéro de fax. Je n'arrêtais pas de leur demander, puis-je au moins avoir votre numéro de téléphone? Donc, quand les choses tournent mal, nous pouvons au moins en parler. Et empêcher que ces choses ne dégénèrent. Ils ne prennent même pas la peine d'examiner sérieusement la question. J'ai rencontré mon homologue aux États-Unis, et il venait de planifier une réunion ici, à Hawaï avec son homologue, avec un officier supérieur du commandement du Pacifique. Je dis, comment avez-vous fait ça? Le gars du Pacifique dit, eh bien, il vient de nous appeler. Il s'avère qu'il avait tous les numéros de téléphone du DoD, et qu'il pouvait appeler qui il voulait. Souvent, dans un esprit d'amitié et de détente, ses homologues américains acceptaient les invitations. Alors, je lui ai demandé, j'ai un numéro de fax. Vous avez tous les numéros de téléphone dans le livre. En quoi est-ce juste? Pourquoi ne m'autorisez-vous pas la même latitude? Il m'a en quelque sorte souri, et m'a dit d'un air suffisant, eh bien, ce n'est pas notre système. Ils se sont cachés derrière ça. Ce n'est pas leur système. Comment répondez-vous à cela? Eh bien, vous devez ensuite faire correspondre dans un esprit de réciprocité. Vous devez essayer de faire correspondre ce système, et leur refuser les mêmes choses, puis les inciter à vous donner ce que vous méritez. Puis, étape par étape, rétablissez la relation là où elle devrait être. Ouais, au moins, ils devraient vous donner leur numéro de portable. Quelque chose d'autre. Quand des accidents se produisent, quand des navires entrent en collision, quand un chasseur chinois s'écrase sur un EP-3 américain, qui opère légalement dans l'espace aérien international en 2001. Quand ce type fait le clown, perd le contrôle de son avion, et s'écrase sur cet EP-3, vous devez être capable de venir en aide, et de parler à quelqu'un, pour au moins comprendre ce qui s'est passé. Puis s'assurer qu'aucun des deux camps ne réagit de manière excessive. Quand j'étais là-bas, je n'avais pas la capacité de faire ça. Mais sur cette note, vous avez vu le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, tenter de contacter son homologue de la RPC, dès le début pour établir ces canaux de conversation. Les Chinois ont refusé. C'est un problème important, surtout maintenant que les tensions montent dans la relation. Ouais, eh bien, en parlant de l'armée chinoise, officiellement, la Chine n'a qu'une seule base militaire, à l'étranger à Djibouti. Mais est-ce la réalité? Eh bien, nous savons que c'est. Voici le problème. Quand ils étaient une petite puissance moyenne, un leader du tiers-monde et du reste, ils ne pouvaient se permettre aucune de ces choses, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que leurs intérêts grandissent, que leur puissance économique augmente, et que leurs besoins en énergie et en ressources naturelles augmentent, ils sont bien sûr incités à protéger leurs lignes de communication, n'est-ce pas? S'il y a des blocages, ou s'il y a des troubles, ou de l'instabilité, si le détroit de Malacca se ferme, ou quoi que ce soit d'autre, cela affecte vraiment leur capacité à faire leur travail. Nous voyons le problème énergétique en Chine en ce moment, en raison de la chaîne d'approvisionnement, et des problèmes d'expédition. Il me semble parfaitement logique qu'ils veuillent défendre Djibouti. Rappelez-vous, Djibouti a commencé avec notre invitation, à aider avec le problème de la piraterie. Le problème de la piraterie a considérablement affecté leur capacité d'expédition. Ils ont été incités à participer. Le fait qu'ils recherchent des bases au Sri Lanka, au Cambodge, et partout ailleurs, où ils peuvent en trouver. Ils ont le port Darwin. Encore une fois, cela a du sens pour moi, mais ce n'est pas le récit. Ils disent que seuls les impérialistes ont installé ces bureaux de vote, et tout cela en faisant le contraire. Pour moi, c'est un grand avantage des opportunités que nous pouvons saisir pour les actions, les mettre contre les mots, montrer cette déconnexion, et ensuite, remettre en question leur crédibilité. La crédibilité mène à la légitimité. Je pense que, lorsque leur légitimité sera en jeu, cela les obligera à mieux aligner leurs paroles et leurs actions. Oui, nous construisons des bases à l'étranger, parce que nous avons des intérêts mondiaux. Parfait. Maintenant, c'est une répudiation de leur politique à long terme des politiques, comme la non-ingérence dans les affaires intérieures, des gouvernements étrangers. Ce qu'ils font constamment ici. Le fait qu'ils soient une puissance impériale et mondiale fait juste aligner les mots sur les actes. Eh bien, si nous voulons parler de considérer la Chine à sa parole, ils ont parlé d'envahir Taïwan. Les États-Unis sont-ils préparés à cela?
Vous savez, une chose que nous, en tant qu'Américains et surtout nous, dans le gouvernement des États-Unis, avons besoin de faire, c'est d'être plus astucieux lorsque nous accédons à la langue chinoise. Il y a une voix extérieure et une voix intérieure. La voix extérieure est tout au sujet des menaces et des moyens de dissuasion. Et si c'était une menace, quand on fait des menaces et qu'on ne donne pas suite aux menaces, alors je dois montrer la ligne rouge syrienne. C'est un bon exemple de tracer une ligne rouge et de ne pas la suivre. Votre crédibilité, vous avez l'impression qu'elle a été endommagée, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Au sens de la RPC, si vous menacez quelqu'un 10 fois et qu'il recule une fois, c'est un succès. Les 9 autres fois, le fait que vous n'ayez pas donné suite, ce n'est pas considéré comme une perte. C'est un seuil de rentabilité. Et c'est la même chose avec, comme vous l'avez mentionné plus tôt, les engagements mondiaux ou les engagements internes. Celui de Hong Kong étant le plus flagrant. Le fait qu'ils aient convenu, dans la déclaration commune, qu'ils accorderaient à Hong Kong une autonomie significative pendant 50 ans. Et au bout de 23 ans, ils s'en sont éloignés. Ils ont qualifié cet accord de bout de papier. Cela devrait alerter tout le monde. Quant à la valeur que vous pourriez mettre dans la parole du Parti communiste. S'il y a un avantage à renoncer à un accord, le dommage à la réputation n'est pas considéré comme important. C'est donc là que Pompeo a dit « Méfiez-vous et vérifiez ». Cela doit être le nouveau mantra, non seulement du gouvernement américain, mais de toutes les interactions avec la RPC. Oui, ils sont ouverts au non-respect des accords internationaux. Et, comme vous l'avez mentionné, la diplomatie des otages. Je pense que, la vraie question est, pensez-vous que le public américain comprend la menace du Parti communiste chinois? Non, et cela a été une énorme frustration, cela nous aide à mieux raconter une histoire. Le gouvernement américain, aider le gouvernement américain à mieux communiquer avec notre propre peuple. Il est infiniment frustrant que, le mieux que nous puissions faire, soit de publier ces déclarations publiques fades et anodines. Le secrétaire d'État a déclaré ceci, je veux dire, je suppose que, nous devons le faire, mais nous devons devenir plus intelligents dans l'utilisation des médias sociaux. Médias auxquels mes enfants s'identifient. Faire passer ce message au centre-ville, pour le rendre réel pour le peuple américain. Jusqu'à présent, nous avons juste fait confiance à la chance stupide. Bill Maher, quelle que soit la façon dont vous prononcez son nom, John Oliver, la NBA, l'histoire de Daryl Morey, de Houston Rockets. En tweetant simplement, je me tiens aux côtés des habitants de Hong Kong. Ensuite, la NBA a perdu tous ses revenus chinois, pendant un certain temps. Ensuite, la réponse de certains joueurs clés de la NBA, qui se rangent en effet du côté des Chinois, est vraiment regrettable. Mais le fait que, le dialogue se déroule en public, l'espace public est important. Je ne peux pas en dire assez sur NS Cantor, en disant essentiellement, levez-vous. Oui, nous gagnons beaucoup d'argent en Chine, mais notre amour-propre, ne vaut-il pas plus que cela? Oui, parlons de punir inutilement une minorité, les Ouïghours, en Chine. Puis, toutes les autres choses. Il parle de Hong Kong maintenant, tant mieux pour lui. Cela va faire entrer cette histoire dans l'espace populaire, où les gens commencent à poser des questions. Ouais, c'est quoi tout ça? Cette émission fait cela, non? Vous utilisez les médias sociaux pour aider les gens à comprendre ce que fait réellement le vrai Parti communiste chinois. Pensez-vous qu'en fin de compte les États-Unis seraient capables de se découpler de la Chine? Pas tout à fait, mais cela va être une période d'ajustement pour les 5, 10 prochaines années, ou tout ce qu'il faudra pour les amener à nous traiter avec le même respect qu'ils exigent de nous. Découplage, je pense, est un mot malheureux. C'est un terme chinois qui dit essentiellement que vous pouvez très bien déconnecter les relations et avoir une économie chinoise indépendante et une économie américaine indépendante. Ce n'est pas ça. Par conception, c'est ce désordre enchevêtré. Par rapport à deux masses racinaires, deux arbres ont poussé, trop près l'un de l'autre, et leurs masses racinaires sont entrelacées. Si vous voulez séparer ces deux-là, ça va être moche. Cela va endommager les deux côtés, mais c'est nécessaire. Il le faut. La relation n'est pas nécessairement entre deux arbres. C'est une forêt d'arbres américains, et un kudzu envahissant, qui est un parasite. Cela étouffe les entreprises américaines saines de plusieurs manières. Ce qui est drôle, c'est que les entreprises américaines n'apprennent pas. Ils retournent constamment en Chine, parce que c'est le marché qu'ils veulent atteindre. Dans les règles chinoises, les co-entreprises obligatoires les empêchent de conserver réellement leur propre souveraineté. Ils doivent abandonner leur propriété intellectuelle, et tout le reste est bientôt quitter la Chine, avec leur poche vide. Comme l'a dit le président Trump, c'est le plus grand transfert illégal, de richesse, de l'histoire, de l'humanité. Eh bien, je pense que cela va au cœur du problème. Pendant 40 ans, les États-Unis se sont trompés dans leur politique chinoise. Mais il semble qu'il y a quelques années, avant même Covid, cela ait commencé à changer.
C'était quelque chose qui concernait l'ensemble du gouvernement. Démocrates et républicains, les gens ont commencé à reconnaître la menace du Parti communiste chinois. Selon vous, qu'est-ce qui a changé et quelle est la prochaine étape pour aller de l'avant? La RPC a simplement pris quelques mesures supplémentaires. Hong Kong, la révolution des parapluies de 2014, n'a pas attiré autant d'attention de l'extérieur du gouvernement. Les manifestations de 2019 l'ont fait. Celles-ci ont vraiment commencé à mettre le problème sur les genoux du peuple américain. Nous avons commencé à comprendre pourquoi Hong Kong démocrate est écrasé comme il l'est. La question ouïghour. Vous comparez le Tibet au Xinjiang. Je n'ai jamais compris pourquoi nous avons accordé au Tibet un laissez-passer avec les activités chinoises au Tibet. C'est le même gars, non? Ce type Chen Quanguo, que nous avons sanctionné. Il a fait son travail au Tibet. Il a prouvé qu'on pouvait tuer pour obtenir la paix. Puis, il a déménagé à Xinjiang et a suivi à peu près le même schéma. En Chine, les Ouïghours sont considérés comme des terroristes. Le fait qu'ils soient Ouïghours, en raison de leur race, ils les traitent comme un rapport minoritaire. Avant qu'ils ne puissent commettre leurs actes terroristes, nous allons les réprimer, les former, et les empêcher de faire ces choses à l'intérieur de la Chine. Je pense que c'est méprisable. Je pense que celui-là a eu un écho. Les Américains ont enfin compris exactement de quoi nous parlons. Les deux, sur le témoignage de quelques Ouïghours qui ont été très courageux parce que leurs familles sont détenues au Xinjiang et punies. Activité que l'administration Trump a menée avec le secrétaire Pompeo lors de l'Assemblée générale de septembre 2019, où nous avons organisé un événement parallèle avec 32 pays pour les Ouïghours qui ont témoigné du traitement qu'ils ont subi. Puis, bien sûr, la pandémie. C'est indéniable qu'ils en sont responsables. Ce sont des choses qui ont réveillé les gens et qui ont dit maintenant ceci. Les gens disent que voir c'est croire. Le fait est que voir, c'est croire, c'est voir. Maintenant, les œillères se sont levées et les gens commencent à reconnaître qu'il y a vraiment un problème ici. Même si nous sommes affectés par des problèmes de chaîne d'approvisionnement, l'inflation, tout cela remonte au coronavirus. La chaîne d'approvisionnement mondialisée est liée à la Chine. Comportement monopolistique, non conforme à l'OMC. Ouais. Les terres rares. Le premier indice remonte à 2010, lorsqu'un navire des gardes-côtes japonais, tout à fait dans son droit, a arrêté un navire de pêche chinois qui l'a percuté. Quelle a été la réponse chinoise? Ils ont menacé de supprimer les métaux des terres rares au Japon, ce qui aurait paralysé les marchés et les usines électroniques. Ce fut le début où les gens ont commencé à se rendre compte que la Chine avait en quelque sorte repris tout un tas d'industries clés. Du lithium pour les batteries et le reste. La sensibilisation est tout ce dont vous avez besoin. La sensibilisation est la première étape, et maintenant les gens sont conscients que nous pouvons commencer à faire des choses. Avec nos alliés et partenaires aux vues similaires, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire. 60% du PIB mondial est représenté par les États-Unis, l'UE et le Japon, n'est-ce pas? Si nous pouvons simplement intégrer ces trois-là, il n'y a aucun problème que nous ne puissions pas résoudre. Eh bien, merci beaucoup d'être venu dans l'émission et d'avoir aidé à diffuser une partie de cette prise de conscience. Merci, hâte de revenir, certainement. Et merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus, consultez la discussion d'une heure que Matt, Shelley et moi avons eue avec David Stilwell. C'est sur notre podcast China Unscripted. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.